Je voudrais maintenant inviter le docteur Ruben Virapen à nous parler de la place de la chirurgie thoracique en 2019 et je profite de l'occasion pour remercier Ruben de m'avoir invité à co-modérer cette session de ce matin. Merci. Merci beaucoup Kaiser, merci Philippe Bière d'avoir accepté également de modérer cette session. Bon, après tout ce qui a été dit auparavant, je me dis, mais j'ai presque plus rien à dire. Mais détrompez-vous, il y a encore une place pour la chirurgie thoracique en 2019 et on va se baser pour en parler sur ce qui est recommandé, donc sur les recommandations de l'INCA, de l'HAS ou encore des associations internationales. Donc, comme on l'a dit précédemment, le cancer pulmonaire, c'est le premier pourvoyeur de mortalité par cancer. C'est 12% de tous les cancers et 21% de la mortalité par cancer en France. Place de la chirurgie pulmonaire, elle a 3 niveaux. Tout d'abord, au niveau diagnostic et staging, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la place pour aller chercher du tissu histologique pour savoir quel type de cancer c'est. Ensuite, savoir le staging. C'est actuellement à la marge parce qu'on a beaucoup d'autres procédés pour y arriver. Donc la médiastinoscopie, la vidéothoracoscopie, on l'utilise exceptionnellement pour aller faire du diagnostic et du staging. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. La place de la chirurgie curatrice, donc thérapeutique, elle va se décider en fonction du TNM. On va en parler un tout petit peu après. Et on va décider en RCP si ce traitement doit se faire en unimodal, c'est-à-dire chirurgie seule, ou chirurgie associée à de la chimio et ou radiothérapie. Ensuite, les autres problématiques de la chirurgie curatrice, c'est les techniques. Les techniques à utiliser, on va voir lesquelles qu'il faut utiliser dorénavant, et les voies d'abord. Et ensuite, la problématique de l'épargne parenchymateuse et la morbimortalité que cela entraîne. Et dernier élément, c'est la place de la chirurgie palliative dans le cancer du poumon. Donc le TNM, vous le connaissez tous, ça a été un petit peu abordé précédemment. On classe les tumeurs pulmonaires en fonction de leur taille, 1 à 7 cm, T1 à T4, en fonction de leur localisation, de leur proximité par rapport à des bronches souches, la carène, ou éventuellement par rapport à l'invasion de la plèvre et des organes avoisinants. Donc, élément important, les cancers de petite taille sont ceux qui sont plus facilement opérables et pour lesquels il faut proposer une chirurgie éventuelle. Autre élément de cette classification TNM, c'est la présence de ganglions au niveau hilaire, qui sont considérés comme proximaux, sont considérés comme N1. On pense ensuite à du N2 quand il s'agit de ganglions médiastino-homolatéraux. Quand on a affaire à des ganglions qui sont médiastino-contralatéraux ou susclaviculaires, on passe en N3 et ces patients ne sont pas opérables. Donc, je vous ai parlé de la place de la chirurgie, elle est marginale au stade du diagnostic histologique et du staging, parce qu'on a beaucoup d'autres techniques pour avoir ce staging. Il y a la TDM injectée thoracique ou le TEP scanner qui permettent d'avoir un staging beaucoup plus précis. Et ensuite, au niveau de l'histologie, il y a la fibroscopie qui est le classique par lequel il faut commencer. Ensuite, il y a les écho-endoscopistes qui font du très bon boulot maintenant et qui sont très habiles à nous rechercher des morceaux de tumeurs en ponctionnant en transbronchique ou en transœsophagien. Et ensuite, il y a la ponction sous scanner. Donc, la vidéothoracoscopie ou la médiastinoscopie, leur rôle est actuellement marginal. On a éventuellement à prélever des ganglions sous-aortiques, mais c'est exceptionnel. Donc, toute la place de la chirurgie actuellement thoracique au niveau du cancer bronchique pulmonaire, c'est la chirurgie thoracique. Elle garde toute sa place, c'est encore le gold standard dans les recommandations. Mais il faut savoir que uniquement 20 à 25% des patients qui ont un cancer du poumon seront opérés. Les autres ne sont pas opérés parce qu'il y a un problème de résécabilité de la tumeur. La tumeur, ces patients, elle arrive beaucoup trop tardivement au diagnostic et ils seront considérés comme métastatiques ou trop évolués. Et ensuite, il y a l'autre problématique, c'est l'opérabilité du patient. Donc la chirurgie, elle ne s'adresse qu'au cancer bronchique non à petites cellules. C'est plus de 80% de cellules de cancer. Il n'y a pas de place pour la chirurgie dans les cancers bronchiques à petites cellules. Ça peut être anecdotique dans certains cas. Donc, le patient, il passe par une consultation onco ou pneumo. Avoir une consultation d'annonce, c'est uniquement après qu'il voit le chirurgien. Donc, on va d'abord décider de la résécabilité du cancer. Tout d'abord, grâce à la classification TNM. Donc, pour cela, on va s'aider d'un scanner thoraco-abdominal injecté, d'une IRM cérébrale et d'un TEP scanner. Celui-ci est obligatoire avant toute chirurgie thoracique.
Et quand on envisage une chirurgie, elle ne peut s'envisager que si on va vers une chirurgie avec des marges saines, en monobloc, avec un curage le plus complet possible. On ne peut pas se dire qu'on va faire du debulking, ça veut dire réduire la masse tumorale, comme c'est souvent proposé dans d'autres types de cancers. Il faut avoir une chirurgie d'exérèse la plus complète possible. Donc, la résecabilité, elle s'adresse donc à des tumeurs du poumon qui sont relativement précoces, donc avec des petites tailles, T1A c'est du 1 cm, T1C c'est jusqu'à 3 cm, T2A jusqu'à 4 cm. Donc ces cancers sont facilement opérables et ils doivent être opérés. Il n'y a pas de ganglion présent. Quand on a un ganglion hilaire, ils sont également éligibles à la chirurgie. Après on verra quelle est la place pour du N2 et des cancers plus importants. On a évalué donc la résecabilité de ces cancers et maintenant il faut voir si le patient est opérable. La chirurgie entraîne une morbimortalité. Donc les lobectomies, quand ils sont opérés, il y a 2 à 3% de mortalité par la suite. Les pneumonectomies, 5 à 7%. Il faut savoir qu'il y a une prévalence de cardiopathie ischémique de l'ordre de 15%. Il y a ce risque, cet index de risque cardiaque modifié qui permet d'évaluer le risque en fonction de l'insuffisance rénale, d'une cardiopathie ischémique déjà présente, d'un AVC, d'une pneumonectomie envisagée. Tout cela permet d'évaluer le risque et la morbimortalité post-opératoire. Pour ces patients, donc pour les patients qui vont être opérés d'un cancer pulmonaire, il est obligatoire d'avoir une ECG, une échographie cardiaque, éventuellement une écho de stress, une coronarographie. Et après, on décide de ce qu'il faut faire. Il faut ensuite évaluer le risque respiratoire, notamment par des gaz du sang et une spirométrie, et quelquefois par une VO2 max, selon l'état du patient et selon le geste à réaliser. Et pour les patients de plus de 70 ans, il est obligatoire d'avoir une consultation d'oncogériatrie. L'anesthésie a un rôle clé dans la prise en charge de ce type de patients. Il y a un parcours de soins qui se met actuellement en place, notamment à la clinique Sainte-Clotilde, pour les prendre en charge de manière optimale en préopératoire, en périopératoire et en post-opératoire, pour les rendre autonomes le plus vite possible après l'intervention. L'intubation, elle se fait de manière sélective parce qu'on a une ventilation unipulmonaire pendant l'intervention. Quand ce n'est pas possible, on fait ce type de patient à poumon ventilé, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une analgésie post-opératoire avec un cathé paravertébral. C'est obligatoire également. On utilise des petits volumes courants pour éviter les barotraumatismes, le moins de remplissage possible et une extubation en fin d'intervention. On ne les garde pas intubés comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques décennies. Les voies d'abord, vous avez tous entendu parler de la thoracotomie, a été longtemps considérée comme le gold standard, avec un bon champ visuel, une palpation manuelle, un contrôle facile des vaisseaux, mais de plus en plus, et ce qui est recommandé maintenant, c'est la chirurgie vidéo-assistée thoracique, le VATS, qui montre qu'il y a moins de complications post-opératoires, et il est clairement recommandé maintenant pour les stades précoces, notamment 1A, 1C. La robotique n'a pas encore montré de bénéfices en termes de morbimortalité, avec un coût souvent beaucoup plus important et un problème de personnel adéquat formé. Donc pour l'instant, on va privilégier le VATS. Deuxième élément, c'est le type de résection. On va essayer d'avoir une épargne parenchymateuse la plus importante possible. Encore que la lobectomie reste le traitement de référence pour les cancers bronchiques non à petites cellules. On a un regain d'intérêt notamment pour les résections infralobaires, notamment dans ce qu'on appelle les lésions en verre dépolies. Ça commence à être validé et il y a des études qui commencent à sortir pour les adénocarcinomes stade 1A, notamment chez les Chinois et les Singapouriens, sur les études récemment publiées. Ensuite, il faut savoir que plus on est agressif au niveau du geste de résection, plus la mortalité post-opératoire est importante. Lobectomie, 3% de mortalité, bilobectomie, 6%, pneumonectomie, 7%. Donc, quand on a des lésions qui touchent, par exemple, la bronche souche, avec une atteinte uniquement du lobe supérieur concernant la lésion, on va essayer de faire l'économie d'une pneumectomie. On va faire une sleeve, c'est-à-dire on va couper une partie de la bronche à ce niveau et faire une réanastomose entre le tronc intermédiaire et la trachée, ce qui permet de réduire la mortalité post-opératoire. Quel cancer donc on opère? Les cancers au stade 1, les petits cancers sans ganglions. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Pas de radiochimiothérapie par la suite, sauf pour les 2A, les cancers faisant plus de 2 cm. Et après, pour ceux qui ne veulent pas être opérés, qui sont inopérables, on va vers la radiothérapie stéréotaxique, éventuellement vers la radiofréquence ou la cryothérapie.
Pour les cancers stade 2, pareil. Donc, chirurgie, c'est la référence, avec une chimiothérapie adjuvante. Il n'y a pas d'indication à faire de la néoadjuvante, même si ça reste une possibilité. Pour les stades 2B, ceux qui avec une atteinte pariétale, notamment ici au niveau costal, ou encore dans les syndromes de Pancostopias, quand il n'y a pas de ganglion envahi ou une atteinte ganglionnaire hilaire, la chirurgie peut se réaliser. Elle est relativement importante. C'est la chirurgie monobloc avec une lobectomie associée et une reconstruction pariétale. Et s'associe systématiquement d'un traitement adjuvant par radiochimiothérapie. Qu'en est-il des cancers avec des atteintes ganglionnaires médiastinaux homolatéraux? Dans ces cas de figure, quand il s'agit d'une découverte fortuite du ganglion sur la pièce opératoire, on prévoira une chimiothérapie adjuvante, plus ou moins radiothérapie. Quand on voit que le N2 est prouvé lors du diagnostic initial, on fera une radiochimiothérapie avec N2 multisite prouvé. S'il n'y a vraiment pas de réponse au traitement, on envisagera une thrombectomie, mais c'est de moins en moins le cas. On préférera quand même la radiochimiothérapie. Quand on a des petits ganglions, réponse au traitement d'induction, on ira vers plutôt une lobectomie. Ça, c'est des choses qui se font encore couramment. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure du T3N0 avec atteinte de l'apex. C'est le syndrome de Pancostopias, cancer de l'apex, lise de la première côte, atteinte du plexus brachial. Dans ces cas de figure, on peut être amené à les opérer, à faire une chirurgie qui est relativement importante avec reconstruction vasculaire et un traitement adjuvant par la suite. Quelle place qu'il reste ensuite pour la chirurgie palliative, parce qu'il y a une vraie place pour cela, c'est des soins de support, notamment dans des cas de pleurésie récidivante, des patients qui sont dyspnéiques avec des toux. La pleuroscopie a toute sa place avec un talcage, ou encore dans le syndrome veine cave supérieure, on en parlera demain, avec un œdème cervico-facial pour lequel la reconnaissance cave sup peut aider, encore que la radiochimiothérapie donne de bons résultats. Donc la chirurgie palliative, avec atteinte de l'épanchement pleural, on va faire sous pleuroscopie des prélèvements de liquide, mais également des biopsies. Souvent le poumon est trappé dans une gangue et ça ne se réexpand pas. On a un résultat incomplet et le talcage est efficace, on va dire, dans 70% des cas. Mais il faut savoir que ces patients ont une médiane de survie de l'ordre de 8 mois environ. La survie, elle n'est pas bonne, uniquement pour les stades 1, où on se retrouve avec des survies de l'ordre de 80% à 5 ans. Mais pour les autres stades, on diminue très rapidement. Le take-home message, je vais terminer sur ça. Donc, la place de la chirurgie dans le staging et le diagnostic, maintenant, elle est marginale. La chirurgie curatrice garde toute sa place dans les stades précoces en privilégiant notamment une résecabilité la plus faible possible et en privilégiant la vidéothoracoscopie. Et tout cela après un bilan de résecabilité et d'opérabilité. Et la survie des cancers pulmonaires n'est pas très bon. Les stades 1, ceux qui sont accessibles à la chirurgie, c'est plus de 70% à 5 ans. Pour les 1A et 1C, on est plutôt à 80%, d'où l'importance de les prendre en charge très précocement. Merci. Merci Ruben. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Devant. On parlait au début de la session du dépistage des cancers. Je ne sais plus trop les statistiques, mais je crois que 25% des patients sont opérables. Est-ce que tu as l'impression, ces dernières années, d'opérer plus de patients parce que tu vois passer plus de diagnostics précoces? Est-ce que tu as cette impression-là? Est-ce que tu as l'impression qu'on opère plus maintenant de patients qu'il y a une dizaine d'années? On opère beaucoup plus de stades précoces qu'auparavant, ça c'est absolument certain. Et quand on voit les TNM aussi maintenant, quand on voit les classifications, sur chaque nouvelle classification, on se retrouve également avec, je ne l'ai pas montré là, les seuils d'opérabilité diminuent. Auparavant, le T1, T2, T3 étaient avec des tailles plus importantes, on les a baissés, première chose. On opère, c'est vrai, des patients plus précocement, mais on se retrouve également avec plus de patients maintenant avec des problèmes d'opérabilité qu'on n'avait pas auparavant. Des patients qui sont beaucoup plus limites au niveau cardiaque, beaucoup plus limites au niveau respiratoire, et c'est ça un peu la limite. C'est pas tellement la stadification, mais c'est plus l'opérabilité, la résiliabilité et l'opérabilité de ces patients. J'ai une autre question, si je peux. Au cours des RCP,
de plus en plus, pour les stades, vers les stades 2, 3, on met en place des chimiothérapies néoadjuvantes, préopératoires. Ces chimiothérapies, elles n'ont, à mon sens, ça n'a pas été prouvé, n'ont pas démontré une efficacité particulière. Ça n'augmente pas le pronostic. On n'a jamais mis en évidence que la chimiothérapie préopératoire améliorait le pronostic des patients qui sont opérables ou qui vont être opérés. Mais c'est assez régulier, enfin on le voit régulièrement dans les RCP sur le cancer du poumon. Est-ce que le fait de faire de la chimiothérapie préopératoire, est-ce que pour toi ça change le geste opératoire? Est-ce que ça change la morbidité? Est-ce que ça augmente les risques de complications? En préopératoire, c'est souvent avec une chimiothérapie néoadjuvante. On parle des cancers proximaux, souvent avec des ganglions qui sont très, très importants. Ça nous permet d'avoir une dissection qui est plus simple. La chirurgie est beaucoup plus simple après chimio néoadjuvante, à mon sens, donc dans ma pratique à moi. Effectivement, le pronostic par la suite est exactement presque le même, donc il n'y a pas de différence significative quand on regarde les études. Les études 2007 qui montraient un début de bénéfice, mais ça ne se retrouve plus dans les résultats actuels. Au niveau des complications post-opératoires, on n'a pas l'impression, après néoadjuvante, qu'on a plus de complications. C'est pas du tout, moi je n'ai pas du tout cette impression. Oui, sur ce sujet, c'est intéressant. Moi, je donnais l'avis plutôt pneumologique. C'est un peu une question de philosophie. Il y a des RCP qui vont être anti-chirurgicales, entre guillemets, je veux dire, et d'autres un peu pro-chirurgicales. Et l'indication de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est finalement de rendre un patient marginalement opérable, potentiellement opérable. Et à ce moment-là, on va rentrer dans les pronostics de la chirurgie avec, bien entendu, un traitement adjuvant derrière, versus les pronostics de malades qui n'ont pas de chirurgie. Alors, effectivement, sur les stades 3B, on peut penser qu'il n'y a pas de bénéfice à l'intervention parce que le pronostic n'est pas influencé, mais sur les stades 3A, surtout avec des pronostics T3 lourds ou éventuellement T4, ça se discute. Donc je crois que c'est une fois de plus l'importance d'avoir une RCP objective entre différents corps de métier et d'essayer de trouver l'attitude thérapeutique la plus bénéfique aux patients. Et donc sur ces patients-là, comme ça, je pense qu'il faut ne pas oublier l'importance de la chirurgie chez des patients marginalement opérables qu'on va pouvoir rendre opérables avec la chimiothérapie. Et je pense que la clé, elle est là. Effectivement, tu as tout à fait raison. Ça dépend vraiment des RCP sur lesquels les dossiers sont présentés et les praticiens qui sont présents. Donc ça dépend énormément de ça. On a eu plusieurs cas comme ça à gérer cette année. Dépendant des RCP, c'est pas le même sentiment, pas le même feeling, alors que les patients peuvent être opérables. C'est vrai que c'est à la marge, il y a des fois, mais il y a des fois ça les rend service parce qu'il y a tout un vécu, il y a tout un problème de tolérance de la chimiothérapie également et des traitements qui nous font partir plus de la chirurgie à ce moment-là. Ruben? Bien sûr. Merci beaucoup. Il y a un panneau qui flash et qui va prendre feu ici.